Salut à tous, c'est Tom, on est le 1er mars 2021 et comme prévu, j'entreprends la vidéo Apprendre le montage. Comme dit dans ma vidéo précédente, en 2021, j'ai décidé de vraiment me mettre à fond dans l'audiovisuel. Que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour mes courts-métrages ou tous mes projets, je me dois d'avoir des bases en montage. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo voit le jour. Avant de vous annoncer le plan que je vais entreprendre dans cette vidéo, je me dois de vous informer que je ne parlerai que principalement de montage et pas forcément de cadrage ou de termes plus techniques. Car comme dit dans la vidéo précédente, j'ai appris des choses pour le premier plan et le cadrage et le terme technique d'une caméra en font partie. Enfin bref, venons-en au plan. Étape 1, analyser. Je me dois de vous dire que je vais analyser les vidéos du moment sur YouTube, non pas pour faire un copier-coller brut, mais plutôt pour voir les codes utilisés de nos jours et pouvoir les aménager à ma sauce. Pour cette analyse, j'ai donc choisi 7 chaînes YouTube qui n'ont rien à voir ensemble. 7 YouTubeurs qui abordent des thématiques différentes. J'ai choisi Dr Nozman, le Fossoyeur de film, McFly et Carlito, Cyrus North, Cyprien, Lena Situation et Fabien Olicard. Je me dois de mettre un petit PS pour la chaîne de Cyprien. Je ne compte pas pour le moment analyser ses courts-métrages ni ses vidéos scriptées. Je compte plus m'intéresser donc à ses formats YouTube, donc podcast on va dire. Donc la vidéo tout a une fin et mon corps 2 pour vraiment avoir un aspect YouTube dans le montage. Ensuite l'étape 2, expliquer puis s'informer. Expliquer, c'est définir via mes notes d'analyse ce qui sont pour moi les codes du montage de YouTube de nos jours. Et s'informer, c'est savoir comment mettre en pratique ces codes sur Adobe Premiere Pro, mon logiciel de montage. Puis, nous en viendrons à la troisième phase, la conclusion. En conclusion, c'est simple, pour commencer, vous avez déjà cette vidéo. Cette vidéo parce que je vais la monter justement avec les notions que j'aurai appris là bientôt. Je tournerai quand même une petite conclusion juste après le montage des 2 étapes. Vous expliquer un peu mon ressenti face à mon nouveau montage, combien de temps j'ai pris, etc. Et puis voilà. Enfin bref, je suis vraiment content de commencer cette vidéo aujourd'hui parce que je me dis qu'en plus d'être une vidéo journal de bord qui va m'apprendre quelque chose, cette vidéo et mes analyses peuvent potentiellement vous aider à comprendre les codes de YouTube et à les reproduire. Enfin bref, je vous laisse, je vais analyser les vidéos et on se retrouve dans quelques jours. Ok, on est le 10 mars 2021, je reviens après plus d'une semaine d'analyse de vidéos YouTube. Je reviens ici pour vous faire part de ce que j'ai pu comprendre du montage sur YouTube. Premièrement, le format d'image. La première chose qu'on voit en lançant une vidéo YouTube mais qu'on ne remarque pas forcément, c'est le format d'image. La plupart des vidéos YouTube sont en format 1.77 2.1. Je suis désolé, mais on va commencer par quelque chose d'un peu technique. Du coup, qu'est-ce que le ratio 1.77 ? En gros, c'est le format qui remplit pleinement les écrans qu'on utilise de nos jours, les 16 neuvièmes. C'est-à-dire que si tu lances une vidéo YouTube et que tu la mets en plein écran, si elle prend toute la place comme là maintenant, c'est un format 1.77. Mais si par contre tu vois apparaître des petites bandes noires, c'est qu'elle est dans un autre format. Et justement, c'est l'autre format que j'ai pu remarquer, le format 2.31 2.1. Et vous devez le reconnaître, c'est le format le plus utilisé pour les films. Dans les 7 youtubeurs que j'ai analysés, ce format est utilisé pleinement par Fabien Olicard et le Fossoyeur de film. Ils sont sûrement utilisés pour rendre un aspect justement plus cinématique. Le format sur YouTube est donc quelque chose qui est propre à vos envies, ce n'est qu'un élément stylistique. Deuxièmement, les cuts. Pour quasiment tous les youtubeurs, les cuts servent à donner un dynamisme et un rythme aux vidéos. Ils sont utilisés pour enlever les trous et les plats pour donner un enchaînement plus rapide. En gros, pour le montage sur YouTube, il faut couper les moments silencieux et laisser une toute petite respiration en fin de phrase pour pouvoir laisser le spectateur comprendre. Cependant, il arrive que le cut soit mis 2 ou 3 secondes après le dernier mot pour pouvoir laisser respirer un peu et rendre l'action ou la phrase plus impactante. Les cuts servent aussi sur les vidéos à plusieurs caméras style McFly et Carlito à changer d'angle de vue pour ne mettre à l'écran que le plan où se déroule l'action, comme par exemple une personne qui prend le lead de parole ou un personnage qui effectue une action. Troisièmement, les zooms. Là on arrive au deuxième élément du duo dynamique, c'est-à-dire qu'avec les cuts, ils sont les éléments qui dynamisent le plus une vidéo. Les zooms, eux, servent à rendre plus mouvementée une vidéo, mais ils servent aussi à recentrer le plan sur une action, comme par exemple... Sur YouTube, j'ai pu analyser 2 types de zooms. Premièrement, les zooms que je vais appeler bruts. Ce sont des zooms qui vont arriver d'un coup sec, comme ça, sans qu'on les voit se rapprocher. Ce sont des zooms qu'on peut utiliser plusieurs fois dans une phrase et qui alternent avec les cuts. Ils sont beaucoup utilisés pour les ressorts humoristiques, genre un gros zoom sur un visage après une blague, une grimace ou un élément gênant. Et deuxièmement, nous avons les zooms que je vais appeler longs. Ce sont des zooms comme celui-là. Des zooms qui prennent du temps et où l'on voit l'avancée. Ils sont utilisés à vitesse assez longue pour pouvoir zoomer pendant tout un long plan non cuté. Mais ils sont aussi utilisés pour renforcer l'impact d'une phrase. Quand une personne fait une longue phrase sans cut, les yeux droits dans l'objectif et son visage qui prend de plus en plus de place dans le cadre, ça décuple forcément les émotions qu'il essaie de transmettre. Quatrièmement, les images. Pour ne pas mettre que le visage du youtubeur dans sa vidéo et remplir un peu, les vidéos sont illustrées d'images et de vidéos qui peuvent être utilisées de 2 manières différentes. On a premièrement ce que je vais appeler les inserts. Ce sont des images insérées sur la vidéo comme ça. Mais ils sont la plupart du temps amenés de leur cadre comme ça, ou arrivés bruts comme tout à l'heure, mais accompagnés d'un petit bruit de goutte ou de vent pour faire moins brut, comme ça. En plus de ça, beaucoup démarquent l'insert avec un petit contour afin qu'il puisse se détacher de la vidéo.
Et avec ça, nous avons les images que je vais appeler diaporamas. Vous savez ce qu'est un diaporama, les images qui prennent tout le cadre et qui défilent. Pour les diaporamas, en fonction de la taille de l'image, deux types d'affichage sont utilisés. Si l'image prise est à la bonne taille comme ça et n'a pas besoin d'être agrandie, bénef, l'image peut tout simplement être intégrée au montage. Par contre, si l'image est trop petite et ne peut pas être agrandie à défaut de perdre de sa qualité, on ne peut pas la laisser sur un fond noir comme ça. Elle sera donc accompagnée d'une image floue en arrière-plan. Cette image en arrière peut être exactement la même qu'au milieu, ou une image en rapport. En plus de ça, que ça soit diaporama ou insert, les images sont la plupart du temps animées. Encore une fois pour rendre ça plus dynamique et ne pas laisser une image statique en plein milieu. Pour les grandes images, ils font toujours une sorte de travelling. Et pour les petites et les inserts, ils les font souvent pivoter. Même si ce n'est pas une image, j'intègre dans ce chapitre le texte sur YouTube car il est utilisé de la même manière qu'un insert. La seule chose qu'il peut avoir en plus et qui est beaucoup utilisée sur YouTube, c'est de faire apparaître les mots en même temps qu'ils sont prononcés. Cinquièmement, les transitions. Les transitions sont presque essentielles pour une vidéo. Ils sont utilisés pour faire un passage entre deux situations. Par exemple, un changement de lieu ou un changement de chapitre. Pour la forme, cependant, je n'arriverai pas à vous en donner une récurrente. Sur YouTube, chacun a son style de transition, c'est quelque chose de très créatif. Certains utilisent des titres, d'autres des effets visuels et d'autres des effets de caméra. La seule transition qu'utilise la quasi-totalité des youtubeurs, c'est ce petit bip qui doit vous être commun. Il est utilisé pour adoucir une coupure brute dans une vidéo. Par exemple, imaginons je prends une image d'archive. Après la phrase citée que je voulais introduire dans mon montage, le personnage enchaîne directement avec une autre phrase. Et bien ce petit bip peut adoucir ce cut brusque et enchaîner sans ralentir le montage. Enfin voilà, on a déjà tous les codes visuels, il ne nous reste plus qu'à voir un dernier truc, le fond sonore. Mis à un niveau plus bas que la voix, la musique de fond sur YouTube est le moyen le plus simple et efficace de transmettre des émotions tout en meublant. En fonction du style de musique, vos paroles n'auront pas le même impact. Imaginons que je parle d'une chose sérieuse ou triste. Vous n'aurez pas le même ressenti si je mets cette musique de fond plutôt que celle-là. Mais la musique n'est pas omniprésente dans une vidéo. La plupart des youtubeurs, pour rendre une phrase plus impactante, que ce soit humoristique ou sérieux, stoppent la musique pour ne faire entendre que leur voix. Car le fait de n'entendre que la voix poussera inconsciemment le spectateur à prêter plus attention à ce qui est dit. Pour finir, le niveau sonore des musiques varie parfois. Ils peuvent être parfois utilisés à plus fort niveau pour accompagner l'image seule, comme par exemple des diaporamas sans voix, ou tout simplement des moments sans parole. Pour conclure, le montage YouTube se doit d'être dynamique. Ces vidéos se doivent d'être rapides et mouvementées avec des cuts, des zooms, de la musique pour pouvoir garder au mieux l'attention du spectateur. La vidéo se doit d'être concise et d'aller droit au but dans un format plutôt court. Personnellement, je trouve ça cool qu'avec un peu de rapidité au montage, on arrive à accrocher l'attention des gens sur des choses qui les intéressent de base pas forcément, comme le développement personnel, le mentalisme ou encore bien la science. Enfin bref, c'en est tout pour l'analyse. On se retrouve pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques jours pour retranscrire ces analyses sur un montage. Yo! On est le 17 mars 2021, je reviens après le montage des deux étapes précédentes pour vous faire une petite explication de mon plan d'attaque pour l'apprentissage et pour faire une petite conclusion. D'ailleurs, mini parenthèse pour revenir sur l'étape précédente, l'étape analyse, pour juste vous dire que c'est ce que je pense avoir compris du montage de YouTube. Je ne dis pas que ce sont à coup sûr les codes à utiliser pour le montage sur YouTube. Ce que j'ai fait pour apprendre, c'est de premièrement classer via mes notes ce que je voulais apprendre et faire dans mon montage. C'est-à-dire gérer le format d'image, apprendre à faire des zooms bruts et lents, apprendre à insérer et à gérer les images que ce soit insert ou diaporama, faire des transitions et apprendre à gérer le son, que ce soit la voix ou la musique. Après avoir listé les étapes, j'ai pu commencer mes recherches sur YouTube pour apprendre à faire tout ça. Par ailleurs, sachez que toutes les vidéos que j'ai utilisées seront regroupées dans une playlist que je mettrai dans la description. Avant de m'en tenir au plan, j'ai regardé des vidéos qui expliquaient brièvement Premiere Pro et comment organiser un montage. Car j'ai compris que même en étant organisé, un montage prend beaucoup de temps. Par exemple, j'ai perdu beaucoup de temps à rechercher des parties de vidéos que je voulais mettre dans mon montage, alors que j'aurais pu indiquer le timecode quelque part dans mes notes d'analyse. Ensuite, j'ai regardé comment gérer le format d'image pour pouvoir mettre des bandes au-dessus et en dessous, mais aussi sur les côtés pour faire un format 4/3. J'ai vu la technique triche que j'ai utilisée dans cette vidéo qui consiste à recadrer l'image, mais aussi la vraie technique qui consiste à redimensionner réellement le ratio de l'image. Par ailleurs, en parlant de ratio, je me suis trompé dans la vidéo analyse. Sur YouTube, ce n'est pas le format 2.35 que j'ai pu voir sur les vidéos de Fabien Olicard et le Fossoyeur de film, mais le 1.85. La différence entre les deux, c'est que la barre 2.35 est beaucoup plus grosse que celle 1.85. Pour les cuts, je ne suis pas revenu dessus parce que je pense que pour moi c'est un acquis, on a pu le voir sur ma première vidéo. J'ai juste mieux construit mes textes afin d'avoir une meilleure éloquence pour faire des plus longues phrases et donc moins cutter. Cependant, je bégaye et je bug encore beaucoup quand je me filme et c'est quelque chose que je vais devoir améliorer pour la suite.
Pour les zooms, j'ai appris à faire des zooms bruts et lents. Bien évidemment, je compte aussi les dézooms qui ne sont que la pratique inverse. C'est d'ailleurs avec l'apprentissage du zoom long que j'ai fait connaissance avec le petit chronomètre sur Adobe Premiere Pro. Pour les gens qui ne connaissent pas trop Premiere Pro, le petit chronomètre est l'un des outils les plus utilisés sur le logiciel. Il permet de faire une liaison entre deux points sur votre effet. Par exemple, pour les zooms lents, j'active un chronomètre en début de phrase et je mets un point à la fin. Sur le point final, j'ajuste l'image pour qu'elle soit agrandie. Et grâce au chronomètre, le zoom se fera du point A au point B durant la phrase. Pour des meilleures explications plus longues, je vous rappelle que j'ai tout mis dans la playlist dans la description. Ce qui a pris le plus de temps, c'est les inserts d'images, texte, vidéo. J'ai commencé premièrement par les inserts avec le bruit et les contours. Ça a été assez simple, mais je vais continuer à creuser pour pouvoir créer mes propres sons et trouver des contours plus originaux. J'ai donc aussi appris à faire des diaporamas, à faire se déplacer, animer une image dans le cadre, à faire des travelling sur image et à insérer du texte. Et comme dit juste avant, avec la connaissance du petit chronomètre, easy. En parlant de chronomètre, le plus amusant fut de découvrir le tracking. Sans se mentir, quand j'ai vu le running gag que c'était sur YouTube, j'ai eu assez peur. Mais vu que j'en ai fait qu'un petit, ma première expérience fut assez cool. Pour les transitions, comme je vous l'ai dit, c'est propre à chacun. J'ai donc essayé quelques sortes de transitions, mais c'est quelque chose que je vais développer au fur et à mesure en apprenant à utiliser le logiciel. Et pour finir sur le fond sonore, j'ai appris à modifier un peu le son, à différencier l'image et le son, et à faire monter ou descendre doucement le niveau sonore, pas d'un coup brusque. En conclusion, cette vidéo m'a servi à décrocher des bases en montage en m'aidant pour l'instant que de YouTube pour vous faire des vidéos plus agréables à regarder. Mais ces bases me serviront évidemment sur mes autres projets. En tout, j'ai peut-être passé 8 heures de montage pour l'instant sans compter cette dernière partie et une douzaine d'heures de recherche. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs avec ça, c'est que ne pas structurer son projet égale se perdre. Pour commencer un montage, je trie ce que je vais utiliser en premier et ensuite seulement je commence le dérochage. Et comme dit tout à l'heure, ne pas avoir préparé les extraits de vidéos YouTube que je voulais utiliser, ça m'a bien fait perdre 1 ou 2 heures. À part ça, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'instant. Ça se présente comme je l'espérais et pour une première vidéo comme ça, j'en suis vraiment fier. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour me démarquer des autres et je compte bien faire de mon mieux pour être innovant. Enfin bref, c'en est tout pour cette vidéo. Je pense refaire des vidéos dans ce style apprentissage de montage mais avec des thèmes différents, comme par exemple apprendre le montage pour un clip ou pour un film / court-métrage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu car j'en referai certainement une cette année. Avant de partir, comme prévu, je vous annonce le thème de la prochaine vidéo. Je compte en apprendre plus sur les envies afin de profiter d'elles pour m'investir à fond sur mes projets. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère qu'elle vous aura plu et peut-être aidé. Elle a, je vous l'avoue, pris du temps, mais apprendre quelque chose et faire des projets à côté, c'est assez compliqué et ça prend du temps. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand on veut, on le peut. Salut!